Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Cela m'amusait beaucoup et me complexait aussi un petit peu. À un moment donné, je commençais à dire, mais ne dites pas ça, ne m'appelez pas Agbono parce que vous allez émousser en moi l'ardeur avant l'œuvre. Puis, j'ai dit un jour et après je l'ai répété une fois, je vais vous le dire en fond. Non, ma solom la Agbono. Mina somi, muna zo azomi, muna ya zoko, muna wa zodi mina zomiyo, nous fouede ou attend ene, wa zofo inya Agbono gondeo, jo mina tu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Une vision objective et pragmatique, c'est ce qui qualifie depuis avril 2016 la gouvernance mise en place par le président Patrice Talon. Le chef de l'État a promis aux Béninois et Béninoises de transformer leur vie et de leur offrir une sécurité sans faille. Et c'est ce qui justifie toutes les nombreuses réformes mises en place par le commandant en chef. Pour conduire ces réformes, il a choisi Sakalafia. Depuis 4 années, il conduit et dirige ces réformes au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce soir, nous allons faire avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique le point des résultats obtenus 4 années après. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation pour conduire cette émission avec moi en plateau. Romuald Ongoui, vous êtes journaliste à ETélé. Bonsoir. Bonsoir, Ricardo Luc Pécou. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, la première question. Quelle était la situation du Bénin avant 2016 en matière sécuritaire? Je vous remercie de cette invitation et de me donner l'occasion de faire le point de la situation sécuritaire en 2016, au moment où je prenais les rênes du ministère de l'Intérieur. Au 6 avril 2016, quand je prenais les rênes du ministère, l'ensemble des Béninois avaient un sentiment partagé d'insécurité. Et cela était réel. Je savais très bien qu'en ce moment, personne n'osait voyager de nuit, que ce soit en véhicule privé, que ce soit dans les transports en commun. Et je me souviens, au lendemain de ma prise de service, beaucoup de compagnies de transport en commun m'envoyaient des correspondances pour demander d'avoir un gendarme ou un policier pour les accompagner dans leur véhicule. Parce qu'ils craignaient se faire braquer. Ça, c'est sûr. D'autres introduisaient des demandes de port d'armes, parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité quand ils circulent de jour comme de nuit. Et cet environnement n'est pas spécifique à un endroit, c'est dans tout le pays. Dans les centres urbains, dans les milieux ruraux, tout le monde ne parlait que de ce sujet d'insécurité. Un sentiment généralisé d'insécurité dans tout le pays, lié essentiellement au braquage. De nuit, vous circulez, vous arrivez à un point, vous constatez une longue file de véhicules, c'est des braqueurs qui sont là, des voleurs qui sont là en train de dépouiller tous les passagers de leurs biens, téléphone, argent, autres produits de valeur étaient systématiquement dépouillés. Et cela ne se faisait pas en une fois. Dans la semaine, vous pouvez en avoir plusieurs, 2, 3, 4, à des endroits différents. Tout ce sentiment était insupportable pour les Béninois. Partout où il y avait de l'argent, il faudrait s'attendre à un moment donné ou à un autre que des bandits surgissent à l'improviste pour vous dépouiller de vos biens. Voilà la situation que nous avons trouvée dans le pays. C'était visiblement une situation chaotique que vous décrivez là, monsieur le ministre. Mais quelles ont été les dispositions que vous avez prises quand vous avez fait cet état des lieux?
Oui, c'est une situation chaotique et réelle, vécue par nous tous. Seulement, l'insécurité, on l'oublie dès que la sécurité est rétablie. Et la sécurité, on l'oublie dès que l'insécurité revient. Voilà la réalité des faits. Vous convenez avec moi, on ne pourrait continuer de vivre dans une telle atmosphère. Parce que cela a des conséquences négatives sur les activités économiques. Cela a des conséquences négatives sur la santé physique des citoyens. Cela a des conséquences négatives pour l'avenir et même pour l'espoir. Parce qu'on se sent en sécurité qu'on a envie d'entreprendre. C'est parce qu'on est sûr du lendemain, qu'on veut que ce lendemain soit beau. Tant qu'on n'est pas sûr d'être bien réveillé demain, ou bien d'être sûr que vous pouvez avoir toujours en permanence sur vous vos biens, on n'a pas confiance à l'avenir. Et cela joue sur le développement du pays. Voilà pourquoi, dès le départ, le gouvernement, avec l'aide de son chef, a mis l'accent sur le rétablissement de la sécurité dans ce pays. Vous savez, qui dit sécurité dit présence d'un agent de sécurité. Tout à fait. Tant qu'il n'y a pas d'agent de sécurité, il n'y a pas de sécurité. Le gouvernement, en analysant la situation, avec surtout l'orientation du président dans son programme de campagne, a jugé aberrant d'avoir des forces de sécurité, la gendarmerie en son temps et la police nationale, des forces ayant les mêmes attributs, ayant les mêmes missions, se comporter différemment. La gendarmerie agissait de son côté, la police agissait de son côté, cela paraissait quand même anachronique. Donc la première réforme, c'est d'abord sur le plan humain, oui, de pouvoir mutualiser. Et donc on a essayé de fusionner la police nationale et la gendarmerie nationale. On l'a fait d'abord sur le plan intellectuel, en reprenant les textes qui régissent la gendarmerie et la police. On a repris les textes qui créent chacune de ces unités et on a parlé aux hommes. On a veillé à ce que les intérêts des uns et des autres soient sauvegardés. Que personne ne perde un copec de son salaire, que personne ne perde un copec de ses avantages. Voilà, sur le plan humain, ce qui a été fait. Donc cette mutualisation, cette fusion des deux forces nous a donné des ressources humaines, parce que qui dit sécurité a besoin des ressources humaines. La seconde réforme a été sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel. Du temps de la gendarmerie ou de la police, vous vous en souvenez, à l'entrée de chaque ville, il y avait une barrière. absolument. La première barrière que vous trouvez, c'est celle de la gendarmerie. Et 1 kilomètre avant l'entrée de la ville, vous avez la barrière de la police. Le même scénario à la sortie de la ville. C'est là 10 voies qui desservent la ville. Vous avez le même dispositif. Je prends la ville de Djougou, c'est 5 voies qui arrivent. C'est la même chose. À l'entrée, vous avez d'abord le poste de la gendarmerie. Et après, la police, voilà. Et malgré ce dispositif, il y avait l'insécurité que je viens de décrire. Cela prouvait très bien que c'était une mauvaise stratégie opérationnelle. Donc il fallait définir une nouvelle forme de stratégie. Parce que c'est pour ça l'analyse, on s'est rendu plus d'être, au contraire d'être un poste de sécurité, était plus un poste de rançonnement des populations. Un poste où que les passagers, où les Béninois abordaient avec une certaine crainte. Parce qu'on savait que si vous avez 10 000 francs en poche, avant de traverser ce poste dit de sécurité, vous serez délesté de 2 000 ou de 3 000 francs. Et d'ailleurs, les transporteurs comptaient déjà, faisaient le calcul avant de pouvoir se mettre sur la route. Oui, les propriétaires de camions savaient ça. Quand le chauffeur devait partir en voyage, on lui faisait une cagnotte pour alimenter les barrières. Ça ne pouvait pas continuer.
on a dû lever toutes ces barrières. Tous les stratèges de la police ou de la gendarmerie n'étaient pas d'accord avec nous. Ils nous avaient reproché que voilà, ça va établir l'insécurité. Nous avons pensé que ce n'était pas juste. On a trouvé une stratégie qui compensait ça, qui répond à ce que j'ai dit tout à l'heure. La sécurité, c'est d'abord la présence de l'agent de sécurité. À la place des barrières, des checkpoints, nous avons instauré la patrouille en permanence sur tous les axes routiers. Donc, avec priorité sur les corridors Cotonou, Malanville, Cotonou, Karaké, Cotonou et la Konji. En un premier temps, tenant compte de nos moyens roulants, tenant compte de nos ressources financières, tenant compte des ressources humaines, en même temps, on a levé les barrières sur ces voies principales et on a établi la patrouille. La police ou la gendarmerie en son temps circule de jour comme de nuit. Chaque unité avait un tronçon de route bien défini et on ne devrait pas y passer sans les rencontrer. Et les contrôles sont, voilà, les contrôles ont été rétablis. Donc c'est comme ça qu'on a mis un terme au braquage. En un second temps, on s'est intéressé aux voies secondaires pour appliquer la même stratégie. Ensuite, les centres urbains, on a établi la même stratégie où la police doit circuler en permanence. Donc la fusion dont je parlais tantôt a été effective à partir du 1er janvier 2018 pour fusionner la gendarmerie nationale et la police nationale, donner une police républicaine qui, non seulement changer de nom, doit changer de pratique, doit changer d'habitude. On a travaillé les policiers à les rendre plus courtois. On a mis dans l'esprit des policiers qui sont là pour secourir la population. Est-ce que nous avons le résultat? Est-ce que vraiment ils sont responsables? Ça, il se sent. On n'est pas sûr de l'avoir immédiatement et en totalité, mais de façon relative, on a une satisfaction. Monsieur le ministre, vous parlez de la police républicaine et donc de la fusion de la gendarmerie et de la police, oui. Ce qui a été fait depuis 2018, vous l'avez rappelé, oui. Mais on a entendu dire que ce n'était pas la bonne ambiance entre policiers et gendarmes. Vous confirmez? J'y reviendrai. J'avais parlé de ma stratégie, c'est en trois axes. D'abord, les ressources humaines. Oui. On a essayé d'harmoniser, de fusionner. La stratégie opérationnelle, checkpoint, remplacé par la patrouille, et il y a ensuite les ressources financières. Et toute une année, une brigade de gendarmerie passait toute l'année avec 300 000. Toute l'année. Bon, la gendarmerie de Ndali, par exemple, ne pouvait avoir comme budget annuel 300 000 pour toute l'année. Il y avait donc cela permettait aussi le carburant pour les patrouilles. C'est avec ça qu'ils doivent tout faire. Aujourd'hui, on a changé complètement. Au lieu de 300 000 francs par an, ils ont plus de 400 000 francs par mois. Par mois? Oui. Par mois, des sommes réparties. Une partie pour le fonctionnement, une partie pour la patrouille, mettre le carburant. Absolument. Une partie pour entretenir le véhicule, une partie pour permettre au personnel de fonctionner, donc de motiver. D'être un peu plus motivé. Voilà, le motiver. On ne donne pas de façon automatique. C'est quand l'agent est obligé d'aller en patrouille aux heures de repas, qu'il est loin de sa famille, il est obligé de chercher à manger là-bas. On lui met quelque chose dans la poche. Et cela est équitablement réparti. Équitablement réparti et de façon systématique. Et donc ça va aux ayants droit, parce que vous savez qu'on a appris par le passé que les fonds destinés donc aux hommes en uniforme ne leur sont pas donnés. Non, c'est pour ça que j'ai dit, c'est laissé à la responsabilité du commissaire, du premier responsable. J'ai dit, c'est quand l'agent va en patrouille aux heures de repas. Parce que si c'est en dehors des heures de repas, il n'avait pas l'habitude d'avoir des ressources. On ne le paye pas pour le service qui rend en faisant la patrouille. On lui donne les moyens pour pouvoir survivre et faire sa mission. Donc, si vous devez partir en patrouille à 20h,
pour revenir le lendemain matin à 6 heures, on ne vous paye rien. Parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas de repas. Mais si, par exemple, la répartition de la tâche, vous devez partir en patrouille à 10 heures et que vous devez revenir à 18 heures, donc à midi, il y a un repas. Absolument. Et vous devez être loin de votre famille. À cette occasion, on vous donne quelque chose en poche pour pouvoir consommer. Donc il y a beaucoup d'agents qui ont cru que, bon, dès qu'il a l'occasion de partir en patrouille, quel que soit le moment, bon, au retour, on doit lui payer 2 000 francs, 3 000 francs en poche pour le travail. Non, on ne demande pas de nous. Vous avez déjà un salaire. Le salaire, c'était pour faire le travail correctement. Le fonds de patrouille, c'est pour vous permettre, dans des conditions normales de repas, de faire le boulot que vous avez à faire sans être gêné par des conditions alimentaires. Mais à côté de toutes ces stratégies, Monsieur le ministre, que vous nous rappelez, il y a eu également le matériel roulant, sans doute, qui voilà, donc c'est le troisième important. axe de la réforme. Dans le troisième axe de la réforme, quand nous y sommes venus, toutes les brigades de gendarmerie ou de police étaient caractérisées par des matériels branlants. Rare, il y a à peine une douzaine de véhicules dans tout le pays qui étaient en état de fonctionnalité. On a compris, sans le matériel, sans les moyens roulants, les patrouilles qu'on a instaurées sur le point stratégique ne peuvent pas être possibles. C'est ainsi que, vous l'avez vu à plusieurs reprises, on nous a invités à la remise de matériel. Et sans aller en détail, de 2016 à la date d'aujourd'hui, le gouvernement a doté la police républicaine de plus de 250 véhicules roulants, de toutes catégories. Je ne parle pas des gros camions de transport qu'on a obtenus par ailleurs, mais les véhicules pick-up, il y en a eu plus de 250 000. Vous parlez justement des véhicules que la police républicaine a eus sous le gouvernement du président Patrice Talon. Je voudrais vous inviter à regarder ce reportage qui retrace un peu ces différents dons qui ont été faits donc, à la police républicaine. C'est un reportage signé Hospice Rentonou et on revient juste après. Packing fourni pour les forces de l'ordre. La police républicaine reçoit ici des mains de son ministre de tutelle les clés d'un lot de matériel roulant. Au total, 55 véhicules flambant neufs, dont 25 voitures de marque Toyota Hilux et 35 de marque Nissan. Monsieur le directeur général de la police républicaine, je tiens à mettre un accent particulier sur l'entretien quotidien de ce matériel. Comme vous le savez, seul un usage responsable et un entretien constant peuvent garantir à ces moyens de mobilité une longévité raisonnable et certaine. Cette remise de matériel fait suite à une autre il y a quelques mois. Le numéro 1 de la police républicaine témoigne de la gratitude de sa corporation. Monsieur le ministre, je vous prie de recevoir et de transmettre en outre au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, les remerciements de l'ensemble des personnels de la police républicaine. Je prends l'engagement, au nom de l'institution que je dirige, de faire bon usage et de prendre convenablement soin de ces matériels roulants chèrement acquis. Pour mieux assurer la gestion de ces moyens de mobilité, le ministre de l'Intérieur prend des engagements. Le ministère, pour jouer pleinement sa partition, a signé des contrats de prestation de services avec des garages agréés pour assurer une maintenance conséquente des véhicules anciens et nouveaux affectés aux différentes unités opérationnelles. Grâce à ces véhicules, la police républicaine se rapproche davantage de la population. Voilà ce reportage donc de Hospice Rentonou. Monsieur le ministre, vous avez suivi cet élément qui nous rappelle, un tant soit peu, les nombreux dons qui ont été faits. Je sais que les auditeurs seraient intéressés à savoir ce que ça coûte. Tout à fait. Chacun de nous sait un véhicule de ce type. À notre taxe, c'est 25 millions, 30 millions. Multiplier 25 millions, 30 millions fois 55. Et maintenant, ou bien 25 millions, 30 millions fois 250, vous avez plusieurs milliards. Alors, ce véhicule, 55 là, ça fait plus d'1 milliard. Donc, fois 5, ça va faire de 5 milliards, plus de 5 milliards investis dans l'acquisition de matériel, rien que pour la sécurité. Sans parler maintenant de leur fonctionnement, dont j'ai parlé. Environ 300 à 400 000 francs par commissariat par mois. C'est tout ça qui est investi par le gouvernement pour assurer la quiétude des Béninois. C'est vrai, les équipements, oui, matériel, oui, un certain nombre de choses.
les conditions de vie des hommes en uniforme. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des conditions de la fusion. Personne ne devrait perdre la plus petite fraction de son salaire. Donc, le salaire a été maintenu. Les avancements n'ont jamais été retardés. Si les gens parlent de conditions de vie, je ne sais pas s'ils veulent des primes particulières, mais il faut d'abord qu'ils puissent justifier le salaire. Il faut justifier le salaire. Donc, les primes, on n'en a jamais supprimé une seule. Peut-être, comme les gens travaillent effectivement, maintenant, ils veulent une augmentation de salaire. Ça n'a pas été le cas pour les autres agents de l'État. Mais aucun agent de la police ne peut témoigner que son salaire a été réduit de quelque manière que ce soit. Donc, les mêmes traitements, les mêmes avantages que tout le personnel de l'État a reçu, la police l'a reçu également. Et leur travail n'a pas autrement changé. Ceux qui avaient droit à des avantages parce qu'ils font une mission particulière, ces avantages ont été maintenus. Voilà ce que je peux dire de ce qui revient. Mais qu'en est-il de l'équivalence des grades? L'équivalence des grades a été défini par un décret pris en Conseil des ministres en 2015, donc même avant notre arrivée. Et cela a été complètement appliqué. Mais je sais, je ne peux pas vous cacher ce que les gens évoquent. Et quand les deux corps étaient séparés, pour diriger une compagnie de gendarmerie ou bien un poste de gendarmerie, il fallait être adjudant ou adjudant-chef à la gendarmerie. Absolument. À la police, pour diriger une unité, il faut être commissaire. Or, dans l'équivalence des diplômes, des grades, l'adjudant-chef n'est pas automatiquement commissaire. Donc, les adjudants-chefs à la gendarmerie qui dirigeaient des unités au niveau des communes se sont trouvés mis en dehors du commandement au bénéfice des commissaires qui étaient souvent des gens qui avaient le baccalauréat, qui ont étudié. Donc, dans le correspondance de grade, l'adjudant-chef n'avait pas le même grade que le commissaire. Voilà la différence qu'il a eue. Donc, ceux qui dirigeaient les unités ne sont plus ceux-là qui les dirigent maintenant. Sauf, maintenant, c'est les officiers de la gendarmerie auparavant, donc les lieutenants, les sous-lieutenants ou les capitaines qui sont devenus les commissaires qui dirigent les commissariats. En termes de couverture, quand vous veniez, on avait combien de commissariats aujourd'hui? On a combien? Cela fait partie également d'un volet de la réforme, on ne peut pas parler. On a travaillé à une meilleure couverture. Je sais, depuis qu'on a fusionné les deux unités, on a eu une cinquantaine de nouveaux commissariats. Je peux vous dire, dans chaque commune, il y a toujours un commissariat au chef-lieu. Et selon la taille de la commune, il y a 2 ou 3 autres arrondissements qui bénéficient d'un commissariat. À terme, quand nos effectifs vont nous permettre, c'est de couvrir et de doter chaque arrondissement d'un commissariat. Et donc, pour le faire aujourd'hui, on tient compte des zones les plus criminogènes pour les doter en priorité. On tient compte de la taille, on tient compte de la position géographique. Une localité frontalière qui a une certaine taille, avec des activités entre les frontières, on sent le besoin d'avoir un commissariat, on l'installe là. Donc ce que j'ai dit, de façon générale, il y a toujours un commissariat dans tous les chefs-lieux de communes et toujours 1 ou 2 commissariats dans les arrondissements ruraux. Et maintenant, ce nombre peut varier selon les différentes conditions que j'ai soulignées. Il y a des problèmes de frontières, des problèmes de criminologie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en réalité, vous avez créé un peu plus de commissariats désormais? Bien sûr, une cinquantaine en plus par rapport aux brigades de gendarmerie. On a conservé tout ce qu'il y avait comme brigade de gendarmerie, on a conservé tout ce qu'il y avait comme commissariat. En plus de ça, il y a 50 nouveaux, parce que la fusion nous a permis d'avoir des ressources humaines qui permettent cette nouvelle stratégie. C'est donc dire, Monsieur le ministre, qu'en 4 années de gouvernance en matière sécuritaire, plus de braquage, le matériel roulant, il est de qualité et disponible, des hommes. Plus de checkpoints,
plus de checkpoints pour soutenir l'argent aux citoyens. Police plus courtoise et présente. Et donc la peur du policier a disparu aujourd'hui. A disparu et remplacée par la collaboration avec la population et la police. Alors, Monsieur le ministre, sur un autre plan carrément, il y a en Afrique de l'Ouest, il y a ces menaces terroristes. Qu'est-ce que le Bénin, qu'est-ce que votre département ministériel a fait? On vous a vu aux côtés du chef de l'État hors du territoire national participer plusieurs fois à certaines rencontres. Qu'est-ce que le Bénin a réellement fait? C'est vrai. Actuellement, le terrorisme est une menace sécuritaire de grande importance qui touche toute la sous-région. Le Bénin n'est pas exclu d'être touché. On a la chance que cela ne se manifeste pas en ce moment dans notre pays, mais c'est à nos portes. Au Niger, au Burkina, on sait, au Nigeria, déjà qui sont déjà dans nos 4 frontières, il y a déjà 3 pays qui vivent le terrorisme en état. Donc, alors, ce qui nous revient et de façon stratégique, c'est de prendre des mesures pour prévenir. Et ces mesures pour prévenir, on s'est donné d'abord les moyens. Les moyens sur le plan structurel. On s'est dit, parce que le terrorisme se développe dans le sentiment d'abandon que la population ressent. Et c'est là où les terroristes se recrutent. Donc, c'est aux frontières. Donc, depuis 2012, le gouvernement a créé en son temps une agence béninoise de gestion des frontières, qui a été une idée lumineuse, d'ailleurs que les autres pays cherchent à copier maintenant, qui permet à cette agence de travailler au niveau des frontières, de créer des infrastructures minimum pour marquer la présence de l'État. Des petits centres de santé, des écoles, quelquefois des routes, des activités génératrices de revenus aux populations. Et cela a fait que le long de nos frontières, vous trouvez des infrastructures qui n'ont pas souvent leur répondant dans la frontière en face. Ça fait il y a une fierté. Et la population dans cette zone sait qu'elle appartient au Bénin, parce que le Bénin s'en occupe. Il y a même quelquefois même des activités foraines de santé. C'est-à-dire qu'on part avec peut-être les médecins militaires ou les médecins de la police, de la gendarmerie. Maintenant, on va à une localité frontalière, on va soigner les otites, on soigne les conjonctivites, on soigne les petits palus, et la population se sent concernée, aimée. Et ça fait aussi de bonnes relations entre la police et cette population. On s'est dit, faire ces actions, à elles seules ne suffisent pas. On a créé une force spéciale, qu'on appelait les USF, une unité spéciale de surveillance des frontières. C'est une police spéciale, formée à mi-chemin entre la police et l'armée, parce qu'on doit travailler dans des conditions particulièrement difficiles. Et ces polices, qui ont leur commissariat le long de toutes nos frontières, patrouillent. Donc, dès qu'on installe par exemple une patrouille dans la zone de Pobé, elle doit patrouiller pour couvrir jusqu'à tout le plateau, jusqu'à Kitou, aller venir jusqu'à Sakété, et ainsi de suite. Et après ça, on met un autre commissariat plus loin qui patrouille sur tous les villages frontaliers, tous les 2 jours. Si vous êtes dans un village, on voit la police arriver, mais si un bandit voulait se réfugier, il commence à te poser des questions. Dans tous les 2 jours, on voit la police arriver dans un village, tout de suite, même si un terroriste voulait s'installer là, convaincre la population, il commence à avoir des doutes, il disparaît. Donc, on se dit, ça peut être la forme qui nous a permis. En dehors de ça, avant notre arrivée, on n'avait pas une structure spécialisée dans la riposte, si on devait avoir un acte terroriste. Aujourd'hui, au niveau de la police, on est en train de monter une force spéciale pour que le jour qu'il y a une prise d'otage, que la police puisse intervenir. Au niveau de mon ministère, on a créé une commission de lutte contre l'extrémisme violent. C'est des éléments qui doivent faire des enquêtes, pouvoir s'informer, savoir comment les gens réagissent par rapport, quels sont les petits faits qui nous donnent des indices que l'extrémisme violent s'installe quelque part. Donc on a une unité comme ça autour de moi qui travaille avec des correspondants à l'intérieur du pays pour enquêter, s'informer sur l'arrivée d'éléments étrangers à notre pays,
la diffusion de messages qui, à l'avenir, peuvent amener au terrorisme. Donc, on a une unité comme ça qui travaille et qui centralise les informations. Et ça permet, si on avait une gestation de faits extrémistes, de pouvoir les étouffer dans l'œuf. Donc, dans ce secteur, mon ministère est en alerte permanente et vigilant pour prévenir ce phénomène dans notre pays. Et donc, vous avez besoin encore de ressources humaines. Oui. Et est-ce que c'est cela qui explique un peu le recrutement dernièrement d'un certain nombre d'agents? Oui, je vous ai dit, actuellement, nous avons que un commissariat urbain en chef-lieu et un autre en milieu rural. Et notre objectif, c'est de doter chaque arrondissement de 546 arrondissements de notre pays d'un commissariat. On a encore plus d'une centaine qui n'ont pas encore de commissariat, dû au défaut de ressources humaines. Le gouvernement nous a autorisé de recruter. Le 23 mars dernier, qui est la rentrée des 600 qu'on a recrutés et qui sont en formation en ce moment à l'école militaire de Bembereke. Et on a choisi là-bas parce que la police aura de nouvelles fonctions. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une force d'intervention. Absolument. Donc il faut que la formation réponde à ça. Et on a monté d'un cran. Avant, pour être de la police, il y a quelques années, il suffit d'avoir le CPE. Et la dernière fois, c'était le BPC. Vous avez relevé un peu le niveau. On a relevé le niveau, le bac, pour avoir des hommes de qualité. Et on a relevé le niveau de formation. C'est pour cela qu'avec l'armée, on a synchronisé le recrutement et les policiers, dans leur formation de base, seront formés comme des militaires. Comme des militaires. Comme des militaires physiquement, moralement et du point de vue de la discipline. Parce qu'on le ressent, les militaires sont souvent plus rigoureux dans l'exécution des tâches que la police, parce que la police, ça se comprend. Ils doivent travailler avec des civils, ils doivent convaincre. Donc on n'insistait pas beaucoup sur la rigueur. Ils doivent pouvoir se fondre à la population. Mais on veut changer, compte tenu de la nouvelle donne et des nouvelles donnes sécuritaires. Mais vous ne pensez pas que cela puisse installer un climat de peur, monsieur le ministre? Non, puisque après 3 mois, on va séparer les deux corps. L'armée va continuer à faire son chemin. La police reviendra, on va leur donner des cours de droit, les cours d'abord de la population, les cours d'assurance de la population, d'assistance de la population leur seront donnés. Mais ils auraient déjà reçu la formation physique, militaire, du point de vue de la discipline, du point de l'engagement, du point de vue du patriotisme pour défendre la nation. Ils auraient reçu les 3 mois auparavant, avant de venir faire la formation de policier, et cela toujours élève leur niveau. Et visiblement, ce les pays où on se satisfait de la police, moi, par exemple aux États-Unis, c'est les gens qui ont déjà fait bac plus 3 ans, bac plus 4 ans, qui sont policiers de base. Pour être commissaire là-bas, bon, il faut avoir déjà le DEA ou bien avoir le master avant d'être un officier de police dans ces pays-là. Donc, on veut relever le niveau. Le droit international intervient de plus en plus. Donc, il faut avoir des gens capables d'assimiler ces notions pour être au service de notre pays dans la police républicaine. S'il est vrai, monsieur le ministre, que ce concours que vous avez organisé s'est déroulé sans anicroche, ce qui a permis de recruter tous ces agents au profit de la police républicaine, il y a un autre défi qu'il m'intéresse d'aborder, ce défi que vous avez relevé en matière de cybercriminalité. Oui. Comment en êtes-vous arrivé à régler ce problème? Oui, c'est les avantages et les inconvénients du développement technologique du monde. Et les délinquants savent toujours tirer profit de toute opportunité. Et notre pays, contaminé par les voisins, se rendait célèbre de cette pratique des délinquants qui se sont appropriés cet instrument pour arnaquer. Et il a fallu des mesures fortes, policières,
des mesures fortes judiciaires pour démanteler le réseau au Bénin, qui s'est un peu exporté dans les pays voisins, qui en collaboration avec les pays voisins, on a pu mettre la main sur eux, qu'on a ramené. On n'est pas sûr d'avoir mis un terme à la chose, à la pratique. On n'est pas sûr d'avoir mis un terme à la délinquance, mais on pense l'avoir réduit pour un certain temps. Et là-dessus, je voudrais féliciter les forces de sécurité. Aussi féliciter la justice de notre pays pour le concours qu'elle nous apporte quand il faut mettre hors d'état de nuit les membres d'un réseau de malfaiteurs. Visiblement, tous les fétiches ne vous ont pas fait peur. Les fétiches ne sont pas des malfaiteurs. C'est les individus qui utilisent les fétiches pour des cas de malveillance. Et dès que vous êtes devenu malfaiteur, vous rompez le contrat avec votre fétiche et vous devenez seul et la police s'occupe de vous en ce temps. Monsieur le ministre Sakalafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 4 années de gouvernance sous le régime du président Patrice Talon, vous avez décidé également une autre innovation de réveiller une brigade, la brigade canine. C'est vrai. J'ai l'habitude de dire une police qui se respecte devrait avoir sa brigade canine pour renforcer ses capacités, pour augmenter son efficience. Parce que l'usage de ces instruments, les chiens spécialisés, permet de découvrir ce que l'être humain, malgré son équipement technologique, ne permettrait pas de découvrir. Et à mon arrivée, j'ai trouvé une brigade canine, mais on a manqué de spécialistes. On a eu la chance d'avoir une ONG qui a décidé de nous aider. Parce que cette ONG travaille pour la protection des animaux sauvages. Donc, ils sont très formés en matière de dressage des animaux. Et on a profité de cette ONG pour aller dans un autre secteur qui ne concerne pas les fanais d'animaux, c'est les explosifs et la drogue. Donc, on a spécialisé une catégorie de chiens pour la protection des animaux, pour découvrir les écailles, les pangolins, les peaux de serpents. Mais on a spécialisé une autre catégorie pour déceler les stupéfiants de toutes sortes, l'héroïne, la cocaïne, même le chanvre indien. Cela a rendu l'équipement de la police plus complet et plus spécifique et plus pointu dans cette activité. Et je me rappelle que ce jour-là, vous étiez particulièrement heureux de pouvoir lancer cette brigade canine. Je vous propose, monsieur le ministre, de revoir ces moments-là. Un chien et un policier en action. Ils cherchent des produits interdits, soit de la faune ou des stupéfiants. Tout d'un coup, le chien s'assied. Il signale la présence d'un produit prohibé. C'est une démonstration. Une pratique à l'aéroport de Cotonou, désormais renforcée. La mission de la brigade cynophile consiste à rechercher de manière permanente et détecter la drogue, les précurseurs et tous produits explosifs. C'est à cet effet que les équipes canines sont déployées à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadjehoun, au port autonome de Cotonou, où les chiens ont marqué positif des conteneurs suspectés sur la base de renseignements et dans lesquels seront découverts 754 kg de cocaïne dissimulée dans des cargaisons de contreplaqué. L'ambition du gouvernement béninois est d'être efficace et rapide en matière de détection des produits interdits. Avec ces chiens et leurs maîtres, c'est maintenant fait. Une police nationale ou républicaine qui se respecte devrait avoir sa brigade canine. Nous en avons une. Désormais, grâce à l'ONG, on a une brigade qui fonctionne. Une police nationale ou républicaine qui se respecte devrait avoir son laboratoire scientifique. Grâce à la coopération française, nous avons un laboratoire. Cette expérience de la brigade canine que notre police a commencé depuis plus d'une décennie se doit d'être renforcée.
La réussite de la mise à jour de la brigade cynophile de Cotonou a reçu du soutien, celui de l'ONG Nature Tropicale et de la France. Ravi de nous voir rassemblés aujourd'hui pour inaugurer la brigade canine de Cotonou version 2020, à savoir une brigade rénovée, modernisée, agrandie, équipée, voire revitalisée. Ce moment marque une étape importante dans le cadre de la collaboration qui unit IFO, le Fonds international pour la protection des animaux, au gouvernement béninois depuis le 24 mai 2018 afin d'étendre la mission sécuritaire de la brigade canine à la lutte contre le trafic d'espèces sauvages. Sur ces 21 chiens, 3 sont du Bénin. Avec le temps, ils seront plus nombreux à être sollicités. Après l'aéroport, c'est le tour des frontières, les eaux et forêts et bien d'autres secteurs encore qui attendent l'arrivée des canidés pour une sécurité efficace et rapide au Bénin. Voilà, c'était à l'instant le reportage de Henri Fachina qui retraçait le lancement donc de cette brigade, la brigade cynophile, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Effectivement, bon, pas habit de langage, on dit brigade canine, mais c'est la brigade cynophile qui est le terme approprié. Et on a eu de bons résultats. Déjà? D'abord, pas en termes, je ne peux pas vous le dire en termes de chiffres, mais cela était un élément de dissuasion au niveau de l'aéroport pour les trafiquants. Et cela s'observe dans nos statistiques. Et on veut étendre les actions de cette brigade vers le port pour pouvoir contrôler les conteneurs. Et dès que la brigade va se renforcer, on pourra aller dans d'autres endroits pour être sûr que les produits illicites ne traversent pas nos frontières pour d'autres destinations ou bien n'arrivent pas à notre niveau. Je crois que c'est un instrument approprié pour important pour la sécurité. Parce que les trafiquants sont de plus en plus ingénieux. Et ils trouvent des moyens de contourner. Voilà, ça c'est clair. On ne peut pas imaginer tout ce qu'ils sont capables de faire. Il a été témoin une fois, 2 fois, sur une table de ce genre qu'on a importé à l'intérieur. C'est plein de boulettes de cocaïne. Voilà. Donc, c'est ces animaux seulement qui nous permettent de détecter. Ça. Mais la véritable question, c'est de savoir comment entretenir ces chiens, comment entretenir ces Le gouvernement est conscient de ça. Si vous prenez le budget de la police républicaine, on a tout un chapitre pour l'entretien de ces animaux. Et l'ONG nous aide. Actuellement, bon, on importe les aliments de la France, mais on pourrait, à un moment donné, les fabriquer sur place ici, avec des ingrédients que les Européens utilisent ou des ingrédients de substitution pour permettre aux animaux de vivre. Parce que, on l'a expliqué, ces animaux sont comme des athlètes de haut niveau. Absolument. Un athlète de haut niveau doit avoir une alimentation spéciale et particulière. Nous avons une équipe de vétérinaires qui suit ces animaux. Et on a des commissaires de bon niveau formés pour suivre les animaux. Là-dessus, ne vous en faites pas. Les animaux seront bien entretenus pour qu'ils soient aptes à faire le travail pour lequel on les a dressés. Le budget, il est là, consistant et suffisant. Consistant, suffisant et débloqué sans protocole. Et quant à la formation des agents qui devraient pouvoir parler le même langage que ces animaux? L'ONG nous a doté d'un spécialiste. Et parmi les Béninois, on est en train de former d'autres dresseurs pour pérenniser. Au moment où l'ONG aurait fini sa mission, les Béninois seront en mesure de prendre en charge l'activité de dressage, d'entretien des animaux, de formation de Béninois qui doivent... Parce que chaque chien a son maître. Vous ne pouvez pas remplacer quelqu'un. Effectivement. Voilà, donc c'est un couple, disons, de personnes, l'agent de police et son chien qui se connaissent et qui travaillent ensemble, qui travaillent en équipe. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, il est vrai que désormais le Bénin est doté d'une brigade cynophile et visiblement tout va pour le mieux. Qu'en est-il aujourd'hui des capacités des sapeurs-pompiers? Je vous remercie. C'est un aspect de la protection civile qu'on ne devrait pas passer sous silence.
Et on a une agence de protection civile qui travaille en collaboration avec la direction des sapeurs-pompiers. Ouais. Là aussi, le diagnostic n'était pas reluisant. Je me souviens, on avait à peine Cotonou qui était plus ou moins fonctionnel, Parakou un jour sur 2, Natitengo un jour sur 3. Et compte tenu de l'importance que le gouvernement s'est fixé dans le secours des personnes en détresse, cette brigade a bénéficié d'une attention. Et avec l'aide des partenaires japonais, américains, français, allemands, nous avons, et le gouvernement aussi, le gouvernement vient d'acquérir 5 ambulances. Et on a reçu une dotation de près de 6 autres des pays amis. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, sauf si vous êtes accidenté ou bien vous avez quelqu'un d'accidenté. C'est des gens qui sont formés pour venir au secours des personnes en délicatesse de santé. Et il ne se passe un jour que dans le territoire national, qu'on soit parti au secours, beaucoup de citoyens. Là aussi, si vous leur rendez visite, vous vous rendrez compte que les choses ont réellement changé. On a ouvert une brigade dans les collines, on a rendu fonctionnel celle de l'Okosa, on a ouvert une dans la Donga. Donc on se prépare à ouvrir dans les autres départements comme la Libori et comme le plateau également. En principe, si nous ne sommes pas un pays à ressources limitées, dans chaque chef de commune, il devrait avoir une équipe pour que tous les accidents qui vont se produire, toutes les catastrophes qui vont se produire, qu'ils soient les premiers à être présents. Même une noyade, c'est eux qui devraient pouvoir faire sortir les gens. Un accident de la circulation où il y a des blessés, c'est les sapeurs-pompiers qui devraient être là en premier lieu. Donc, c'est un domaine que nos ressources ne nous permettent pas de faire ou de diriger totalement, mais le gouvernement fait les efforts qu'il faut. Et en 4 ans de réforme, qu'est-ce qui a fondamentalement changé par rapport, par exemple, à la ligne, parce que d'aucuns se plaignaient de ce que, quand on appelle la ligne des sapeurs-pompiers, ça ne marchait pas, ou bien on prenait qui ne sont pas promptes, en fait, sur le terrain. Oui, je vous ai expliqué, à chaque accident, il doit être présent. Absolument. Et on ne peut pas mesurer combien d'accidents se passent, par exemple, dans la seule ville de Cotonou. Et ils ont peut-être 2 ou 3 véhicules au maximum, hein, pas sur la pour aller au secours. Et quelquefois, l'accident se produit bien loin de Cotonou, à 50 km. Il faut qu'ils y soient. Donc, c'est des soldats qui sont là, de feu, qui sont là en présence. Et c'est des accidents de toutes sortes. Un incendie, ils doivent être là. Une inondation, ils doivent être là. Partout, la vie d'un citoyen en danger, ils devraient être présents. Ils font l'effort à la hauteur des moyens qu'ils ont. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont eu une dotation de plus d'une douzaine de nouveaux véhicules pendant ce temps. C'est nouveau, ça a doublé leur stock d'avant 2006. Mais on n'est toujours pas satisfait parce que d'abord la population augmente, les risques d'accident augmentent et c'est normal qu'on ne sente pas suffisamment leur présence, mais je sais qui travaille abondamment. Alors, Monsieur le Ministre, nous allons, pourquoi pas, vous permettre de nous dire si, au sein de votre département ministériel, 4 années après, le chef de l'État, vous l'avez suivi dans le générique de l'émission, qui a annoncé que 5 années après, c'est-à-dire au thème de son quinquennat, on le porterait en triomphe. Je suppose qu'il y a également des perspectives à votre niveau et des défis à relever pour que 5 années après, le chef de l'État il soit porté en triomphe comme il a annoncé lui-même. Oui, moi aussi, j'ai le sentiment qu'après 5 ans, on portera ce gouvernement en triomphe. Mais je sais, la nature humaine est qu'on oublie, comme il a dit au départ, ce qu'on vivait avant d'en arriver là. Ce qui est fait, c'est déjà avaler, digérer, on oublie le goût, on oublie... On en demande encore mieux. On en demande toujours plus. Mais pour être objectif, beaucoup de choses ont été faites dans ce niveau de la sécurité et les citoyens en témoignent. Et généralement les plus faibles. Et quand vous allez au service de Cotonou, vous rencontrez les transporteurs, ils vous l'expriment. Vous sortez de Cotonou, vous rencontrez les éleveurs, ils vous expriment leur satisfaction.
Et le commun des mortels reconnaît que notre pays est plus sécurisé qu'il ne l'était à l'avant. Et j'ai eu des chiffres, des documents qui montrent dans l'UEMOA, nous sommes parmi les premiers pays les plus sécurisés dans la zone UEMOA, parmi les meilleurs de la CEDEAO en matière de sécurité. Et ça, c'est lié aux efforts. Il y a 4 ans, 5 ans, on ne pouvait pas dire ça, que notre pays était parmi les plus sécurisés. On n'a pas tout fait. La satisfaction est relative, parce que la sécurité est une quête en permanence. Et la contribution de la population, la contribution de la police, la contribution des forces de sécurité doivent concourir à créer ce climat de sécurité dont on a besoin pour le développement de notre pays. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cet entretien. Votre mot de la fin. Une fois encore, je voudrais rendre hommage à la population béninoise pour l'assistance qu'elle apporte à la police pour lui permettre de faire. Rendre hommage aux membres du gouvernement qui ont toujours assisté le ministère de l'Intérieur pour lui permettre de remplir sa mission. Rendre hommage à la police, à l'agent de base, je crois l'agent au niveau supérieur. Et également aussi à l'armée béninoise qui de temps en temps nous vient à la rescousse pour nous permettre d'accomplir la mission qui est la nôtre. Ensuite, finir par rendre hommage au chef du gouvernement, le président de la République, qui nous soutient. Parce que quand vous avez une idée, quand vous avez le programme, il faut forcément son soutien en conseil des ministres pour vous permettre d'exécuter le plan que vous avez établi. Donc c'est nécessaire de rendre hommage à tout cet ensemble de personnes, depuis le chef de l'État, les membres du gouvernement, la police, l'armée et la population, pour que ce climat de sécurité perdure dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Sakalafia. Romuald, merci beaucoup. Merci, Ricardo. À très bientôt. Bonsoir chez vous.